Bonjour, nous vous invitons aujourd'hui à découvrir une partie de ce que font les étudiants et chercheurs au département mathématiques et informatiques de la Faculté des sciences de l'Université d'Antananarivo. Pour commencer, nous sommes sur l'esplanade de l'Université d'Antananarivo et nous allons maintenant diriger vers la Faculté des sciences devant l'amphi Q1 et Q2. En se tournant vers la droite, on trouve le département mathématiques et informatiques où on peut localiser les salles de classe et les bureaux des enseignants-chercheurs du département mathématiques et informatique. Au sein de ce département, on enseigne la mathématique et aussi l'informatique. Cet endroit est la salle de formation des étudiants de la maîtrise en informatique et statistiques appliquées, LISA. On va maintenant voir la salle des travaux pratiques ou TP des étudiants en mathématiques. Cette salle contient une vingtaine de machines que les étudiants du premier et second cycle en mathématiques peuvent utiliser, mais les étudiants des autres départements travaillent ici quelquefois. Il y a aussi d'autres salles de travail pour les étudiants qui préparent leur mémoire et thèse. Ici, c'est la salle de travail des étudiants en économétrie qui est interdisciplinaire. À côté, il y a la bibliothèque du département mathématiques et informatique. Celle-là, c'est la salle de travail des étudiants en informatique et génie mathématique appliqué, IGMA. Voilà quelques éléments du cadre de travail des étudiants et des enseignants du département mathématiques et informatique. Nous allons maintenant vous montrer le sujet qui nous intéresse. Pour commencer, voici quelques membres du département. Le chef du département mathématiques et informatique, Dr Marc Jani Rabiazamaoui. Le responsable du laboratoire de mathématiques appliquées informatique, le Dr Sloufniel Joelson. Les thèmes de recherche au sein du département sont nombreux, mais peuvent être classés en deux grandes catégories. Les thèmes de recherche rattachés aux mathématiques pures et ceux rattachés aux mathématiques appliquées. Notre travail sur la modélisation fractionnaire de transport de colloïdes en milieu poreux fait partie du groupe de travail en calcul fractionnaire qui est rattaché à la recherche mécanique, donc en mathématiques appliquées. Les termes clés de ce travail sont la notion de diffusion normale et anormale, du calcul fractionnaire et du notion de marcheur aléatoire en temps continu, CPRW en anglais. Dans ce documentaire, nous allons parler surtout du phénomène de diffusion. En fait, c'est quoi un phénomène de diffusion? Comment peut-on modéliser mathématiquement un phénomène de diffusion? Qu'est-ce que le calcul fractionnaire? Quelle est la relation entre le phénomène de diffusion et le calcul fractionnaire? Pour répondre à toutes ces questions, je vous invite à considérer les phénomènes suivants. Diffusion du contaminant dans le sol, pollution souterraine, déplacement de moustiques, transfert des protéines à travers les membranes cellulaires, propagation de la chaleur. Ces phénomènes ont un point commun, ils sont basés sur ce qu'on appelle le phénomène de diffusion. Voyons un peu plus une schématisation d'une pollution souterraine. Sur ce schéma, le contaminant semble être une masse compacte, mais en fait, dans la modélisation, nous allons la considérer comme étant formée d'un grand nombre de particules animées de mouvements aléatoires. Maintenant, si on projette sur un axe unique le déplacement de ce contaminant, on peut le schématiser de la façon suivante. Le mouvement d'un grain d'une particule de contaminant est aléatoire à un instant donné. On ne peut pas savoir à l'avance sa position à un instant T quelconque. Donc, pour étudier son déplacement, on va considérer la probabilité de pouvoir le trouver en un point X de cette boîte à l'instant T. Autrement dit, la chance de trouver la particule en un point X de cette boîte à un instant T. Cette probabilité, nous la noterons T de xt sous des conditions plus ou moins générales. Cette probabilité est donnée par la relation suivante. La fonction densité de probabilité de cette probabilité est la solution de l'équation de diffusion. Avant, on pensait que tous les phénomènes de diffusion sont reliés à cette équation, mais depuis les années 70, des chercheurs ont montré qu'un certain nombre de phénomènes de diffusion ne peuvent pas être décrits convenablement par cette équation. Dans certains cas, le déplacement des particules de contaminants se fait de manière très lente. Ils sont en quelque sorte en retard par rapport au programme prévu par l'équation précédente. Quelquefois, ils vont beaucoup plus loin que la position prévue par notre équation
Dans ces deux cas, on a ce qu'on appelle une diffusion anormale qui sont rattachées à l'équation suivante. Nous voyons sur cette équation des termes fractionnaires qui remplacent les dérivées normales et qui font partie de l'outillage du calcul fractionnaire. On utilise la dérivée fractionnaire à la place des dérivées classiques, car on a trouvé que les résultats trouvés avec les dérivées fractionnaires se rapprochent beaucoup plus des valeurs observées dans certains cas, alors que dans d'autres cas, on doit garder les dérivées visuelles pour la modélisation. On utilise surtout la dérivée fractionnaire lorsqu'on fait la modélisation de la diffusion dans un milieu hétérogène, alors que pour les milieux homogènes, la description se fait mieux avec les opérateurs classiques. Avant de vous parler de mon propre travail, je vais vous décrire un peu ce que c'est le calcul fractionnaire. Le calcul fractionnaire est une extension de calcul intégral et différentiel en nombre d'ordre entier. En particulier, la dérivation fractionnaire est une façon synthétique de décrire le comportement intermédiaire entre les dérivées classiques. Comme la plupart des théories mathématiques actuelles, le calcul fractionnaire a eu ses précurseurs vers le début des années 1700. Plus exactement, son histoire remonte au mathématicien Guillaume François-Antoine Marty de l'Épistale en 1693, qui se pose la question d'interpréter la dérivée d'ordre 1/2. Mais c'est Lacroix, en 1879, qui montre que la dérivée d'ordre 1/2 d'une fonction f de x est donnée par cette formule. Plus tard, les mathématiciens comme Jean-Baptiste Fourier ou Joseph Fourier, Niels Henrik Abel, Joseph Liouville, Friedrich Bernhard Riemann, Hermann Klaus de Govel, Friedrich Ries, Marchot et Capet au développement du calcul fractionnaire, dans lequel on définit des dérivées et intégrales d'ordre non entier. Récemment, le calcul fractionnaire a pris de l'importance et a trouvé ses lettres de noblesse dans nombreuses disciplines scientifiques. De plus, la dérivation fractionnaire peut apparaître naturellement lorsqu'un phénomène dynamique est fortement conditionné par les géométries du problème. Voici maintenant quelques opérateurs fractionnaires. La découverte du calcul fractionnaire prend ses racines dans l'idée d'intégrer n fois une fonction. On peut penser à intégrer par exemple une fonction une fois, ou deux fois, ou trois fois pour n égale 3. D'une façon générale, on peut établir par récurrence l'expression que l'on obtient lorsque l'on intègre une fonction n fois de suite, ou n entier. C'est ce que nous voyons à l'écran. À partir de cette relation, les mathématiciens se sont demandé ce qui peut se passer lorsque l'on remplace n par un nombre non entier comme 1,5 ou 3,8 ou 0,5 par exemple. On ne peut plus écrire le premier membre de l'équation en tant qu'intégration d'une fonction à plusieurs reprises. Le second membre par contre peut être écrit lorsque l'on remplace n moins un factoriel par gamma de alpha, qui est une généralisation du factoriel pour alpha non entier. On obtient alors ce que l'on appelle l'intégrale fractionnaire d'ordre alpha. Quand on dérive la primitive d'une fonction, on obtient la fonction. Quand on dérive deux fois la primitive de la primitive d'une fonction, on obtient la fonction. Plus généralement, la dérivée d'ordre n de la primitive d'ordre n d'une fonction est égale à la fonction. L'extension de cette propriété a permis l'introduction de la dérivée d'ordre fractionnaire comme étant l'inverse à gauche de l'intégrale fractionnaire. La dérivation fractionnaire a été alors définie comme étant l'inverse à gauche de l'intégrale fractionnaire. Le travail que je suis en train de faire consiste à modéliser le transport de colloïdes en milieu poreux. Un colloïde, c'est une particule ayant au moins dans une direction de l'espace une dimension comprise approximativement entre 1 nanomètre et 1 micromètre. La limite de 1 micromètre sépare les particules colloïdales inférieures à 1 micromètre des particules en suspension supérieures à 1 micromètre. Actuellement, les chercheurs modélisent le transport de colloïdes en utilisant des équations aux dérivées partielles classiques, mais nous pensons qu'en utilisant des opérateurs fractionnaires, on pourrait mieux faire ressortir le mécanisme de ces phénomènes et obtenir des meilleures approximations par rapport aux résultats observés expérimentalement. Nous proposons donc d'énoncer de nouvelles équations et d'étudier les relations et les propriétés des opérateurs et de ces solutions.
Sur ce, je vous remercie de votre attention.